Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va parler de type et de typage. Alors, qu'est-ce que c'est typer? Typer, c'est donner un sens à certaines opérations dans mon langage de programmation et aussi de dire si, évidemment, je peux utiliser tel opérateur pour calculer telle opération. Donc ici, par exemple, en sommant des carottes et des pommes de terre, on peut avoir envie de dire que cette opération est possible et que ça fait je ne sais pas quoi, une soupe, par exemple. Les mêmes éléments, éventuellement, pourraient être utilisés avec un autre opérateur, et l'usage de cet opérateur pourrait éventuellement ici être interdit. Prenons maintenant l'exemple de plusieurs langages de programmation que vous connaissez et de leur comportement à l'exécution. Si on écrit la chaîne 5 plus 37, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, votre compilateur OCaml va vous donner une erreur de compilation. Parce qu'on ne peut pas additionner une chaîne et un entier. Python va vous donner une erreur à l'exécution, parce que Python ne compile pas, donc il va donner uniquement une erreur à l'exécution de son interprète. Plus rigolo, Visual Basic et PHP vont vous donner l'entier 42. Java va vous donner une chaîne qui est 537. Et éventuellement, on pourrait avoir quelque chose d'autre. Donc je vous invite à jouer avec vos compilateurs et vos interprètes préférés, et notamment regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la chaîne en bas, 37, divisée par 5. Donc le typage, c'est par exemple se poser la question, quand est-ce que E1 plus E2 est légal dans mon langage de programmation? Et quelle est la sémantique, les actions sémantiques à faire pour typer correctement E1 plus E2? Une analyse de type est donc une analyse qui donne un type à chaque sous-expression et rejette des programmes incohérents. Par exemple, dans le cas d'OCaml, va rejeter dans le cas où E1 est de type chaîne et E2 est de type entier. Quand est-ce qu'on effectue ce typage? Donc, il y a plusieurs ici possibilités, comme d'habitude. Durant l'exécution, on peut faire du typage dynamique, par exemple en Lisp, en PHP et en Python. Ou alors, dans nos langages de programmation usuels, que l'on utilise depuis qu'on est tout petit, comme C, Java, OCaml, ce typage est fait durant la compilation. Donc ici, on écrit un compilateur, on va implémenter un typage dans notre compilateur. Quel est le principal intérêt du typage? L'intérêt du typage, c'est qu'un programme bien typé ne peut pas mal se passer. Donc on va profiter du typage pour éjecter les programmes qu'on ne veut pas compiler. Passons maintenant à quelques généralités avec quelques définitions de propriétés que l'on veut garantir sur le typage. Donc quels sont les objectifs d'un bon typeur? Donc tout d'abord, un typeur doit être un algorithme. Donc le typage doit être décidable, parce qu'on ne veut pas avoir d'attente à l'infini à l'exécution. Ensuite, on a envie que le typage rejette des programmes qui vont mal se comporter à l'exécution. C'est ce qu'on appelle la sûreté. Enfin, on n'a pas envie de rejeter tous les programmes, et donc le système de type doit être suffisamment expressif, permettre suffisamment de programmes de passer la phase du typage. Quelles sont les données du problème quand on veut faire un typeur? Donc l'objectif, c'est d'obtenir ici, par exemple, une certaine fonction décorée avec l'ensemble des types des sous-expressions. Et maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie que notre programmeur préféré écrive? En tant que programmeur, on n'a pas forcément envie d'annoter toutes les sous-expressions comme ci-dessus. Ça rend le programme illisible. Mais en tant que développeur de compilateur, on a peut-être envie de le demander. Et ça facilite notre programmation du typeur. Ensuite, on peut aussi éventuellement proposer une décoration intermédiaire dans laquelle on annote uniquement les déclarations de variables, comme en C, en Java. Donc ici, j'ai mis un petit exemple dans lequel uniquement les feuilles, donc uniquement les déclarations de variables, sont annotées par le type entier. On peut aussi éventuellement avoir uniquement des versions qui annotent les paramètres de fonction. Donc ici, on annote comme entier uniquement le paramètre x à la fonction. Ou alors, il y a aussi des versions qui ne demandent aucune annotation au développeur
et c'est au tipeur de faire l'inférence complète. Alors évidemment, toutes ces versions existent. Tout est une question d'équilibre entre ce que l'on demande au développeur et ce que le compilateur va pouvoir construire. Quelles sont les propriétés que l'on veut sur un système de type? La correction, que lorsque le programme est bien typé, votre système de type répond non, et la complétude, c'est-à-dire le contraire. Optionnellement, on a envie de montrer que le type le plus général est calculé pour le programme. Qu'est-ce qu'un bon type checker? Un bon type checker doit répondre correctement lorsqu'il détecte une erreur. Donc en tant que développeur, on n'a pas envie d'avoir uniquement un typing error, mais on a envie au moins d'avoir la ligne et quelques informations sur pourquoi mon programme est mal typé. Et un bon type checker garde aussi le type pour les phases suivantes de la compilation. En pratique, qu'est-ce qu'on a en entrée du type checker? On a l'AST produit par la phase précédente, et ce qu'on veut, c'est produire l'AST en le décorant avec des types. Je vous laisserai, pour les personnes qui suivent CAP, je vous laisserai regarder la vidéo sur le typage de ML. Passons maintenant au langage impératif. Je rappelle la syntaxe qu'on a pour mini-while. Donc le langage qu'on regarde ici est constitué d'expressions, qui sont des expressions arithmétiques simples. Et mini-while est une liste de statements qui sont de la forme while, concaténation, if then else ou les affectations. Voici les règles de typage, donc quelques exemples de règles de typage qu'on peut utiliser pour typer des expressions. Donc on va considérer ici que nos types basiques sont int, bool et pas string, c'est une typo. Et on considérera qu'on peut manipuler les types int et bool avec les opérateurs classiques sur les entiers et les booléens. On va aussi s'appuyer sur ce typage des expressions et on va définir pour un programme être bien typé sous un environnement gamma. Quelques explications des règles de typage pour les expressions arithmétiques. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est typer les expressions comme ceci. Voilà. Donc, ceci est une expression arithmétique qui est bien parsée et on cherche à déterminer dans quel contexte, dans quelles conditions cette expression est bien typée. Plus que ça, en fait, comme ici on n'a que des entiers comme type numérique, on va essayer de dériver le fait que x plus 4 est un entier. Ça lag, mais ça devrait être bon. Donc, comment je fais pour dériver que x plus 4 est un entier? Donc, sans surprise, je vais dériver que x plus 4 est un entier parce que 4 est un entier. Et pourquoi 4 est un entier? Parce que 4 est une constante et que le lexing nous a donné ce 4 comme étant un entier. Maintenant, pourquoi est-ce que x est un entier? Donc là, x est un entier si, par hasard, la déclaration de la variable x a bien dit que x était un entier. Donc il va falloir que je rajoute une information supplémentaire qui est codée dans l'ensemble ici que j'appelle l'environnement de typage. Sous l'hypothèse de l'environnement de typage, cette expression-là sera typée comme étant un entier. Donc maintenant, comment je construis une règle de typage? Donc ici, je viens bien montrer que je sais que x est un entier. Comment je construis une règle de typage? Eh bien, de la même façon. Comment je fais pour déduire qu'une constante est un entier? Eh bien, j'écris n'importe quelle constante qui est de type entier, d'accord? Seulement si je sais que C est une vraie constante qui appartient aux entiers naturels.
Donc ça, c'est une règle de typage. Et j'appelle ceci un jugement de typage. C'est un anglicisme, hein, pour judgment. Ok? Donc je continue, toujours en regardant mon exemple ici. Comment je fais pour construire une règle qui me permet de typer l'addition? Donc cette règle, elle va être inductive. Sous quelles hypothèses de gamma, d'environnement de typage, je permets à une expression E1 plus E2 d'être bien typée entier. Ça lag toujours, hein, je suis désolée. Comme je viens de le montrer, il suffit de montrer que sur le même hypothèse d'environnement de typage, j'arrive à montrer que E1 et E2 sont typés comme des entiers. Voilà. Donc ici, j'ai montré deux règles de typage des expressions. On va donc maintenant passer au typage des commandes. Donc je vais prendre une première commande qui est une affectation de la variable x à 7. Je prends toujours comme exemple l'environnement de typage qui associe x comme étant un entier. Voilà. Donc, question, qu'est-ce qui fait que x de point égale 7 est bien typé? Alors déjà, on va considérer qu'on va écrire le fait d'être bien typé comme je peux dériver un type qui n'est pas quelconque, qui s'appelle void. Voilà. Donc qu'est-ce qui va faire que cette commande est bien typée? Eh bien, le fait qu'à gauche et à droite de l'affectation, j'ai bien le même type. Donc ça marche aussi pour les booléens. Donc comme j'ai cette règle ici pour les affectations qui me semble assez facile de dériver, je vais maintenant écrire la règle générale. Donc, la règle générale considère que gamma peut être quelconque. Comment je fais pour construire la règle? Donc, sous l'hypothèse gamma, je peux affecter une expression à E correctement. Si et seulement si, j'arrive à donner un type à x qui est le même que le type de E. D'accord? Et ici, t appartient à l'ensemble bool et int parce qu'on n'a que ça dans notre langage de type. Voilà. Donc ça, c'est une règle. Donc j'ai écrit une règle générique. Voilà. Je vous invite à regarder les autres règles et à les appliquer vous-même. À ce stade, on a donc l'ensemble des règles suivantes. Vous ferez attention, j'ai mélangé les règles de typage des expressions avec les règles de typage des statements ou des programmes while complets. Je vais maintenant faire un exemple qui est le suivant. Ici, j'ai un programme constitué de deux statements qui font des affectations simples et je vais montrer que ce programme est bien typé en considérant l'environnement de typage gamma qui dit que x1 est un entier. Je récupère mon gamma ici qui est l'environnement qui a x1 associé int et ensuite je mets le programme à typer et pour montrer que ce programme est bien typé, j'essaye de dériver le type void en ayant un arbre de preuve ici, correct, complet, sur mon ardoise. Voilà. Donc comme je vais typer un programme qui est de type séquence, les règles qui sont sur les transparents précédents me disent que, donc ici, là, ce que vous voyez ou vous ne voyez pas, me disent que pour typer une séquence, il faut que la séquence de gauche soit bien typée et la séquence de droite aussi. Donc il va falloir que je prouve deux choses, que sous gamma x1 reçoit 3 est bien typé avec de type void. Ici il y a une typo, hein, c'est de type void. Et gamma x1 reçoit x1 plus 9 est aussi bien typé de type void. Voilà. Donc maintenant il faut clore ces deux branches. Je vais commencer par la branche de gauche qui est la plus simple. Pour montrer que l'affectation est bien typée, on va chercher la règle qui correspond à l'affectation, ici.
Donc sans surprise, pour que l'affectation soit bien typée, il faut que la variable ici à gauche qu'on affecte soit du même type que l'expression auquel on affecte la variable. C'est donc parti. J'essaye de montrer que x1 est du même type t. Alors ici, il n'y a pas de suspense. Le type t, c'est int. Donc je vais directement l'écrire. Maintenant, on peut mettre un point d'interrogation et résoudre plus tard. Et je vais aussi montrer que 3 est de type int. Voilà. Donc ça, c'est assez simple parce que ici, on va pouvoir fermer l'arbre de dérivation parce que 3 est dans z. D'accord? Et ensuite, pour typer correctement ici x1, et pour dériver le fait que x1 est un entier, il va falloir que je me serve de gamma, ce qui est exactement la règle ici, qui consiste à aller chercher dans l'environnement de typage le type de int, le type de x. Voilà. Donc ici, c'est fini parce que gamma x1, c'est int. Voilà. Donc ça finit cette partie de l'arbre de preuve et cette partie de l'arbre de preuve. On est parti à droite maintenant. Pour montrer que l'affectation est bien typée, il faut montrer qu'à gauche et à droite, on a le même type. Alors je vais aussi faire directement le fait que j'ai bien vu qu'à gauche et à droite, on allait avoir le même type entier. Donc x1 va être typé comme un entier. D'accord? Donc là, c'est fini, il reste à recopier la même chose qu'à gauche, donc je vous le laisse. Et il faut aussi montrer que sous l'hypothèse gamma, x1 plus 9 est aussi de type entier. Voilà. Pour montrer cette dernière expression à terminer, il va falloir que je montre que j'utilise la règle du plus. Et le plus fonctionne bien si à gauche et à droite, on a un entier. Ça tombe bien parce qu'on est capable de montrer encore une fois que x1 est un entier. Alors j'enlève ma feuille pour finir mon arbre de preuve. Et donc là, c'est pareil que précédemment. Et on va aussi devoir montrer que gamin déduit que 9 est un entier, ce qui est aussi facile parce que 9 est un relatif. D'accord? Donc toutes les branches de mon arbre de preuve, ici je vous laisserai remplir, toutes les branches de mon arbre de preuve sont terminées. À chaque fois que j'ai appliqué une règle de typage, ça s'est bien passé. Par construction, j'ai typé correctement avec mes règles de typage, donc le programme est bien typé. Dans les règles de typage précédentes, on a vu qu'on savait bien typer des expressions de type E1 plus E2, où E1 et E2 sont typés comme des entiers. Il n'existe pas de règle mixte ici, pour l'instant, pour typer la chaîne 1,2 plus 42. Donc dans l'état actuel des choses, vu qu'il n'existe pas de règle de typage, la chaîne en question est rejetée. On veut néanmoins pouvoir éventuellement calculer le flottant qui permet de caster 1,2 plus 42 et de considérer que les deux opérandes sont de type float. C'est ce qu'on appelle la coercion de type et on verra dans un des TP comment l'implémenter. Le système de type qu'on a vu précédemment contient des règles de typage uniquement pour des expressions simples dans lesquelles les types de base sont dans un ensemble fini déterminé à l'avance. Dans des langages de programmation un peu plus évolués, on peut permettre aux développeurs de déclarer ses propres types. Donc, le problème de ça, c'est qu'il faut avoir un moyen de montrer l'équivalence des types, notamment pour faire une addition, montrer que les types sont compatibles. Ce problème qui est appelé équivalence structurelle peut être résolu avec une traversée de graphes, un parcours de graphes, en regardant à chaque niveau de ce parcours si chaque élément du graphe de gauche regardant le type 1 et du graphe de droite codant le type 2 sont égaux ou compatibles. Passons maintenant au sous-typage. On peut aussi avoir envie de dire qu'un type est plus précis qu'un autre, par exemple que le type entier est plus précis que le type num.
Et pour faire ce sous-typage, on a besoin d'une règle supplémentaire que je montre ici et que je vous laisserai regarder. Des fois, on a aussi besoin de règles pour composer les sous-types, par exemple dans le cas des fonctions ou des types paramétrés. Donc on verra cela plus tard, et une grande question qui se pose, c'est comment on définit le sous-typage pour les fonctions. Passons maintenant à l'implémentation. Le principe de l'implémentation, c'est qu'on va construire l'environnement de typage avec les informations qu'on détecte durant le front-end, c'est-à-dire durant le parsing, et en regardant les déclarations des variables qui viennent dans notre langage avec les types. Ensuite, les règles de typage sont implémentées comme des actions sémantiques. Les actions sémantiques, elles sont responsables, elles vont calculer le type d'une expression en faisant récursivement des appels à chacun des types des sous-expressions. Donc c'est exactement le cas d'application d'un visiteur. Et elles seront aussi responsables de générer des erreurs qui doivent être le plus précises possible. Et on verra que, comme lorsqu'on a fait l'interprète, les actions sémantiques définissent un ordre de typage qui n'était pas présent dans les règles. Je vous montre ici le typeur sous forme d'un visiteur. Donc ici, je reprends juste un petit bout du typeur que vous allez écrire en TP. Je décide de typer les expressions. Donc je vais d'abord typer les atomes. Donc sans surprise, pour typer un atome, il faut savoir de quel type est cet atome. Donc on appelle récursivement le visiteur sur l'atome qu'on vient de parser. Comment maintenant on fait pour typer le OU? Et bien sans surprise, on va typer à gauche, typer à droite, vérifier que les deux types sont à gauche et à droite de type booléen. Et dans ce cas-là, le type de l'expression sera bien booléen. Ensuite, si on est dans un autre cas, le typage du OU va lancer une erreur avec un message d'erreur aux petits oignons. En pratique, ce qu'on va faire dans nos TP, c'est justement utiliser ce visiteur pour calculer les types et pour relancer des erreurs lorsque l'on va rencontrer des expressions ou des programmes mal typés. Ensuite, on devrait propager ces types vers le reste du compilateur, mais on verra pourquoi. En fait, on n'en a pas besoin, donc on ne le fera pas en TP. J'invite les étudiants de CAP à aller regarder la vidéo concernant la sûreté du typage. En résumé, dans ce cours, on a vu quelles sont les généralités de typage qu'on a envie de garantir lorsqu'on a un langage durant la compilation. On a vu ici comment typer avec des règles de typage et des jugements de typage un modèle de langage impératif qu'on appelle mini-while. Et on a vu comment en TP, on va implémenter ce type checker en utilisant les visiteurs d'Antler. À bientôt!